L'enregistrement a démarré. Ça, c'est bien. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, je veux bien qu'il y ait quelqu'un qui me dise qu'on voit bien mon écran. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. OK. Alors, donc ce projet, alors on va commencer par le début. Ce PowerPoint sur les lois de finances, il est très tôt par rapport aux conférences habituelles de loi de finances. Normalement, les conférences de loi de finances, c'est plutôt, on va dire, dans la deuxième quinzaine de janvier, parce qu'on attend d'avoir le recul, on attend d'avoir la doctrine. Ça veut dire j'ai dû le faire hier et avant-hier, non pas parce que je suis en retard, mais simplement parce que j'attendais quand même d'avoir des analyses sur ce que je vais vous raconter pour voir tout ça. Ça veut dire que la forme, c'est un peu moins joli que d'habitude parce que je me suis concentré sur le fond. Donc, vous allez avoir des images d'illustration qui ne veulent pas forcément dire quelque chose, mais c'est pas très grave. Ce qui va nous importer, c'est le fond. On est parti. Donc, petite introduction, je ne vais pas vous détailler l'intégralité des mesures de la loi de finances, parce qu'autrement, on est là pour 2 jours. Le crédit d'impôt sur les vaches qui sont mises en pâturage, je ne pense pas que ce soit d'une utilité première que je vous le détaille ici. Si ça vous intéresse, on peut en parler. Ce n'est pas le truc le plus passionnant qui existe. J'ai essayé de reprendre ce qui pouvait concerner le plus grand nombre. Après, il peut y avoir des choses qui vous concernent plus personnellement, soit à titre personnel dans le cadre de votre impôt sur les particuliers, soit au niveau de votre société qui ne sont pas reprises là-dedans. Mais le cas échéant, de toute façon, si c'est nous qui nous occupons de tenir votre comptabilité ou de faire votre déclaration de revenus, on en tiendra bien évidemment compte. Hein. C'est pas parce que c'est pas là-dedans qu'on l'a omis. Mais juste sachez que ce support n'est pas exhaustif. Voilà. Alors, un sommaire très, très classique, hein, fiscalité des particuliers, fiscalité des entreprises, il manque le S, autres dispositions, loi de finances et loi de finances sur la sécurité sociale, un petit peu d'actualité comptable et juridique parce qu'il y a 2-3 infos que je voulais vous donner, donc qui ne sont pas dans les lois de finances, mais qui sont arrivées, on va dire, sur le dernier trimestre que je trouvais intéressantes, et une page de publicité. Rassurez-vous, ça va aller vite. Alors, la fiscalité des particuliers, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors déjà, avant de parler de ça, quand même, je tenais à vous dire, on n'a pas de modification majeure sur la loi de finances de cette année. C'est un amoncellement de mesures, c'est un empilement de mesures qui, à mon sens, n'est pas forcément des plus heureux parce que ça démontre quand même l'absence de vision au champ large de nos différents gouvernants sur le sujet de l'économie. C'est un amoncellement de plein de choses qui n'ont pas forcément à voir l'un avec l'autre, un grand inventaire à l'après-vert. Je n'ai pas de modification de fond ni sur l'IS, ni sur la TVA, ni sur tout ça. Ça va surtout être des changements et des modifications qui vont arriver en fait au fil de l'eau à la marge. Fiscalité des particuliers. Alors la fiscalité des particuliers, le barème est mis à jour. Donc le barème est rehaussé, le barème de l'impôt sur le revenu. Et donc il augmente de 4,8%. Ça veut dire que vos impôts vont baisser à revenu constant. Étant donné que si les tranches augmentent, ça veut dire que vous êtes plus longtemps dans les tranches à faible pourcentage et que vous montez moins rapidement dans l'impôt. Donc ça va augmenter de 4,8%, ce qui est le montant de l'inflation. Donc, c'est rien d'exceptionnel, mais bon, 4,8%, c'est quand même pas tous les ans qu'on a une augmentation du barème de 4,8%. On aurait pu avoir que 2%, auquel cas ça aurait été un petit peu fâcheux. Ils ont joué le jeu, ils ont pris le barème de l'INSEE, donc ça, c'est bien. On a une fin de dispositif immobilier, donc Périsol, Besson-Neuf, Robien recentré, investissement dans l'immobilier de loisirs, Censi-Bouvard et Cellier. En gros, c'est pas très grave parce que ce sont des dispositifs qui, pour la plupart, sont déjà finis et donc ils restaient dans les différents codes et ils ont profité un peu de la loi de finances pour faire un peu de nettoyage et nous abroger un certain nombre de dispositifs qui étaient terminés. Tout ce qui est investissement Pinel et tout ça, ça continue. Alors, ça continue dans des dispositions, parce que Pinel, je ne sais pas combien, on doit être à Pinel 4 ou à Pinel 5, quelque chose comme ça, voire peut-être même 6. Hein. Donc, Pinel évolue tous les ans au gré de la météo. Pour l'instant, Pinel est toujours en état de marche, donc ça marche encore. Ce qu'on n'a plus, effectivement, c'est un certain nombre de dispositifs immobiliers qui se terminent. On va rappeler des fondamentaux. On n'achète jamais un bien immobilier parce qu'il rentre dans un dispositif fiscal.
Rappelez-vous que ce que l'État a fait, l'État peut le défaire. Donc, si demain matin, il décide que Pinel, c'est terminé, et tant pis pour les gens qui ont pris un Pinel, c'est possible. Ça ne serait pas très bien vu, mais c'est possible. On verra, on va avoir un exemple très clair de ce qu'est le fait du prince en termes de fiscalité juste après. Mais en tout cas, ce qui est important quand on achète un bien immobilier, c'est trois choses. C'est le bien immobilier, le bien immobilier et le bien immobilier. Donc quand on achète un bien immobilier, on achète un bien immobilier. Si maintenant il y a un dispositif de défisque qui va avec, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais c'est la cerise sur les gâteaux, c'est pas le gâteau. Ça, c'est toujours bien de le redire. J'ai une confiance, pour ceux qui me connaissent, hein, je crois que je le dis tous les ans, mais j'ai une confiance extrêmement limitée dans ces dispositifs immobiliers pour la simple et bonne raison que c'est l'État qui vous donne de l'argent pour faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Si c'était une opération qui était rentable, l'État le ferait. Mais là, en fait, on va vous dire qu'on va construire un immeuble dans un mauvais endroit et qu'on va le louer à des gens qui ne sont pas solvables. Et pour ça, on va vous dire, bah, du coup, on va vous donner un petit peu d'argent pour compenser. Et à la fin, quand on va le revendre, cet immeuble, bah, tout le monde va vouloir le revendre en même temps. Et donc, on l'aura acheté trop cher et on va le revendre pas assez cher. Personnellement, je suis toujours très sceptique sur le montage économique que ça peut représenter. Je préfère du bon vieil investissement sans dispositif immobilier et tout ça. On a des gens qui font de la gestion de patrimoine qui sont probablement beaucoup moins bornés que moi et qui arrivent à trouver des choses qui sont très bien. Une fois de plus, ça dépend du bien. Mais il ne faut pas acheter un bien parce qu'il rentre dans un dispositif Pinel. Ça, à mon avis, c'est la pire des choses à faire. Alors ensuite, on a un nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif PEAC. Si j'avais été intelligent, j'aurais marqué ce que c'est. Alors, je crois que c'est un plan d'épargne en action de croissance. Il me semble que c'est ça. C'est ce qui va remplacer les plans d'épargne retraite pour mineurs. Jusqu'au 31 décembre 2023, on avait la possibilité d'ouvrir un plan d'épargne retraite pour les mineurs, ce qui ouvrait droit à différents types en fait d'avantages fiscaux divers et variés. Ça, maintenant, c'est terminé. Donc, depuis le 31 décembre, on n'a plus la possibilité de faire ça, mais on peut ouvrir un espèce de PEA, un plan d'épargne en action, qui va être orienté vers le financement de la transition écologique des entreprises. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ouvrir un compte titre dans une banque, un établissement bancaire. Alors, ce n'est pas un PEA classique, hein. Il faut vraiment ouvrir un PEAC. Et ce sera donc ce sera pour un mineur ou un moins de 21 ans de manière générale. Donc, pour un jeune, on va dire, la plupart du temps, c'est les parents qui ouvrent ça pour les enfants. Et on va pouvoir acquérir des parts et acquérir des titres, des actions, tout ça, qui sont éligibles à ce PEAC. Donc, il y aura une liste. Et ça donnera droit, on va dire, à des avantages fiscaux, à des avantages sociaux. Ça reste du placement en action, donc c'est pas parce que c'est éligible au PEAC que c'est une bonne affaire. C'est pas parce que c'est éligible au PEAC que ça vaudra encore quelque chose dans un an. Et c'est pas parce que c'est éligible au PEAC que ces gens vont un jour vous verser un dividende et vous n'allez pas perdre la totalité de ce que vous avez investi. Le PEAC, c'est exactement comme ce que je disais sur les dispositifs immobiliers. Ce qui est important quand on achète une action, c'est pas le dispositif fiscal qui est rattaché à cette action, c'est l'action. Le régime fiscal, le régime social, le sous-jacent. Donc, le sous-jacent, c'est l'action elle-même, hein, c'est ce qu'on va mettre sur le PEAC. Pour ça, on peut également vous orienter pour déjà vous aider à comprendre quels sont les différents mécanismes. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Parce qu'il y a d'autres façons également de constituer du patrimoine aux enfants. Et ça, c'est notre brigade gestion de patrimoine qui pourra s'en occuper avec nos différents partenaires, notamment les assureurs. Impôt sur le revenu. Alors, les locations meublées de tourisme non classées. Non classées, donc ça veut non classé, c'est non classé au patrimoine, en bâtiment historique, hein. Les bâtiments historiques ne sont pas concernés par ce que je vais vous dire. Donc là, on a ce qu'on appelle la réforme Airbnb. On a, ça vous a pas échappé, un certain nombre de zones. Alors Saint-Malo a été déjà souvent cité. Pour ceux qui ont eu le malheur de mettre les pieds en Alsace dans un marché de Noël, vous vous rendez compte que ça devient un problème, étant donné que vous allez dans des coins comme Rigvire, en fait, il n'y a plus personne qui habite dans ces villes, hein. Et ça se voit d'ailleurs parce qu'il n'y a plus il y a plus de supérettes, il y a plus d'écoles. Les fenêtres sont fermées. Les fenêtres sont fermées. Enfin voilà, c'est devenu c'est Rigvire-Land, hein.
C'est Europa Park version régulière. Et ça devient un problème parce qu'en fait, on a une désertification d'un certain nombre de centres-villes. Et ça a été amplifié par le phénomène Airbnb et le tourisme de masse, et surtout parce qu'on avait une fiscalité pour la location meublée de tourisme qui était très favorable par rapport à la location, on va dire, classique. C'était plus rentable en fait de faire de la location meublée de tourisme que de louer à l'année le même bien immobilier. Donc, voilà, les différents propriétaires se sont retournés vers la location meublée de tourisme. Pour l'impôt sur le revenu, ce que je vous disais du fait du prince, là, c'est une loi donc, qui est passée le 30 ou le 31 décembre, la loi de finances 2024, et il a été décidé que cette mesure serait rétroactive au 1er janvier 2023, ce qui veut dire que vos impôts 2023 seront calculés selon la nouvelle règle. Ça n'est pas très heureux si vous avez contracté un emprunt pour investir dans un appartement ou une maison dans le but de faire de la location meublée de tourisme, étant donné que votre abattement, il a été divisé quasiment par 3 par cette réforme. C'est pour ça que je vous dis le bien et le bien. Alors, donc ce sera pour la déclaration de revenus qu'on fera donc en avril ou en mai. Ce qui était intéressant dans la location meublée de tourisme, c'était quand on était ce qu'on appelait le régime micro. Le régime micro, ça consistait à dire, en fait, je vais déclarer simplement le montant que j'encaisse et je vais décoter un abattement forfaitaire pour le montant de mes frais. Je n'ai rien à justifier. J'ai juste à décoter simplement ce montant sur mes frais. Donc, si j'avais 10 000, avant, je pouvais, au titre des frais, décoter 71% de charge, ce qui, entre nous, était colossal. En termes d'abattement, on a un seul abattement qui est supérieur à ça, c'est le régime du micro-BA, micro-bénéfice agricole, où là, on décote 86%. C'est pour ça que sur les marchés, les mecs, ils n'ont aucun problème à vous faire une facture la plupart du temps, parce que de toute façon, avec 86% d'abattement, ils ne sont jamais imposables. Donc, avant, on avait 71% d'abattement. Donc, quand on déclarait 10 000, en fait, on était imposé que sur 2 900. C'était sympa. Donc, sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux. Ça veut dire aussi que si vous faites de la location meublée de manière générale, il ne faut pas mettre votre immeuble dans une SCI, parce que la location meublée est une activité commerciale, alors que les SCI est une société civile. On ne peut pas mélanger les choux et les carottes. Le civil et le commercial ne peuvent pas se mélanger. Sinon, ça pose plein de problèmes juridiques et fiscaux. Le cas échéant, venez nous voir. L'abattement, donc, il passe à 30%. Donc, ça veut dire qu'en fait, si vous avez toujours les mêmes 10 000 de revenus, avant, vous étiez imposé sur 2 900, maintenant, vous êtes imposé sur 7 000. Donc, on voit que la différence, elle est quand même notoire. Il y a un deuxième cadeau. Ce deuxième cadeau, c'est l'assujettissement à la TVA. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est, pour les locations meublées de tourisme, faire en sorte que ça se rapproche le plus possible du monde de l'hôtellerie. En fait, on ne voulait pas faire une concurrence déloyale aux différents hôteliers. La TVA, c'est applicable à compter du 1er janvier 2024, à contrario de l'impôt sur le revenu qui est applicable au 1er janvier 2023. Donc, pour la TVA, il y a plusieurs choses qui sont cumulatives. Il faut vendre plus de 30 nuitées par an. Donc, si vous êtes en dessous, c'est bon. Et il faut avoir 3 des 4 prestations suivantes. Donc, le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison, la réception, même non personnalisée, de la clientèle. La boîte à clés, ça rentre là-dedans, par exemple. Le fait d'avoir sur le meuble d'entrée de l'accueil le petit QR code avec le code Wi-Fi, ça rentre là-dedans. Et donc, la TVA s'applique également à certaines locations de logements meublés à usage résidentiel qui respectent les mêmes critères. Donc, en fait, à partir du moment où vous faites du LMNP, qui soit du tourisme ou qui soit pas du tourisme, en gros, si vous vendez plus de 30 000 par an et que vous avez une activité quelque part d'hôtelier, dans ce cas-là, il va falloir commencer à assujettir à la TVA selon les règles de droit commun. Ce qui peut avoir différents impacts, parce que je vous rappelle qu'en termes de fiscalité, ce qui crée la capacité de déduire, c'est l'obligation de collecter. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où j'ai l'obligation de collecter,
sur les produits que j'ai, je devrais en théorie avoir la capacité de déduire sur les différentes charges que j'ai. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose si vous avez prévu de faire des travaux. Par exemple, parce que là, ça voudrait dire que sur les travaux, vous pourriez récupérer tout ou partie de la TVA qui est engagée là-dessus. Sous toute réserve, parce que là, on est encore un peu pauvre en termes de doctrine. Bien évidemment, vu que c'est en vigueur depuis 12 jours, on n'a pas encore de contentieux, on n'a pas encore de doctrine, on n'a rien, on n'a même pas de doctrine administrative. Donc, pour l'instant, on va regarder ça un petit peu de loin, et puis je pense qu'on devra avoir des précisions sur du fait qu'on a la capacité, l'obligation de collecter, ou est-ce qu'on aura ou pas la capacité de déduire. Mais en tout cas, ça va devenir un sujet, et ça veut dire qu'il va falloir faire des déclarations de TVA quand on fait de la location meublée, donc de tourisme. Je vous ai fait un petit récap des différents, enfin, je vous ai trouvé plus exactement, c'est pas moi qui l'ai fait, un petit récap sur les revenus fonciers. Donc, on voit que c'est une usine à gaz, bien évidemment. Le choc de simplification, vous le voyez, il est bien là. On a la location nue qui est ici. La location nue, bah ça, c'est donc du revenu foncier, et la location meublée qui est du revenu non pas foncier, mais bénéfices industriels et commerciaux. Activité civile, activité commerciale. Donc la location nue, c'est classique. Soit chez du microfoncier, dans ces cas-là, bah, j'ai mes 30% d'abattement. Hein. C'est pareil, c'était comme en fait, on se rend compte simplement que le meublé de tourisme, il a juste rejoint le régime du microfoncier normal. Ce qui, dans le fond, a un fond de bon sens économique, hein, il faut quand même le dire. Il y a une certaine logique dans tout ça. Ou sinon, on est sur le foncier réel, soit sur option, soit quand on dépasse les 15 000 euros de revenus fonciers. Et dans ces cas-là, ben, on fait un petit bilan et ça permet de déduire un certain nombre de choses, notamment les intérêts d'emprunt. Et pour le location meublée, donc soit on était effectivement en micro-BIC location d'habitation, et dans ces cas-là, ben, on a des revenus qui sont inférieurs à 77 000 euros, donc bon, il faut quand même déjà y aller. Et là, on a 50%, un abattement de 50%. Soit on est en micro-BIC, chambre d'hôte et meublé de tourisme classé, donc classé bâtiment historique. Là, notamment, on peut faire des choses qui sont intéressantes sur... c'était lequel le dispositif fiscal sur les bâtiments classés? Malraux et Malraux, ouais. Sur Malraux, on pouvait faire des trucs qui étaient sympas. toujours. Ouais, on peut toujours faire des choses qui sont sympas. Il y en a un autre que j'aime beaucoup de dispositifs fiscaux. Je reviens, je mets une nuance par rapport à ce que j'ai dit juste avant, c'est de Normandie. Je trouve que de Normandie, il faut trouver le bon bien. Ouais. Mais de Normandie, c'est sympa parce que ça permet de loger un ascendant ou un descendant en plein centre-ville. Et ça, le cas échéant, quand on a des gamins qui vont faire leurs études durablement, genre le gamin il va faire un doctorat dans une ville, ou alors on veut rapprocher les parents de soi dans un appartement, on peut se rendre compte que ça coûte pas forcément beaucoup plus cher que de la location, que de passer par un de Normandie qui est bien construit. Et c'est pour ça, et la différence c'est qu'on est propriétaire à la fin, quoi. Et c'est pour ça que je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà, autrement, donc sur le non classé, bah là on va, c'est ce que je vous disais, là on est ici, paf, et donc là on va se retrouver effectivement sur un régime qui sera très sensiblement la même chose que le microfoncier. Du BIC réel, donc là on sera bah, comme pour le foncier réel sur du réel. Et le BIC para-hôtelier, ben là c'est pareil, dans ces cas-là on va être sur du réel, donc ça va marcher de la même manière, hein, il va falloir faire un petit bilan. Voilà. Donc, de toute façon, pour ceux dont on fait la déclaration de revenus, si vous avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est pas grave, c'est nous qui allons nous en occuper. Et pour les autres, n'hésitez pas à revenir nous voir si vous avez des questions. Soit on peut s'en occuper, soit on peut vous réexpliquer un petit peu plus calmement. Est-ce que pour la fiscalité des particuliers, c'est bon? Je pense que oui. Je vais juste jeter un petit coup d'œil si on a des questions. Monsieur Agetrema a levé la main. Vas-y, Alan. Oui, par rapport à la TVA, c'était pour savoir par exemple, une personne qui loue une chambre en Airbnb, si Ouais. elle a les trois prestations, une boîte à clés, un code Wi-Fi et du ménage, elle sera soumise à la TVA alors? Si c'est plus de 30 nuitées par an, oui. Ça va faire du monde alors. Oui.
Mais 30 nuitées à des gens différents, hein. Si tu le loues à l'année, ton bien, c'est bon, hein. Non, mais c'est le Airbnb, les gens Mais qui le ont. Airbnb, oui, oui, bien sûr. Bah, en fait, ce qu'on veut faire, c'est que les Airbnb arrêtent de concurrencer de manière déloyale le secteur hôtelier. Et donc, dans ces cas-là, on les assujettit les deux à la même règle. Et plutôt que en fait, de désoumettre le secteur hôtelier de la TVA, eh ben, on a assujetti les non-hôteliers à la TVA des hôteliers. En fait, c'est ça qui s'est passé. Ok. Mais oui, ça va pas dans le sens de la simplification, si c'est le sens de ta question, hein. Bah, ça va Oui. être compliqué et ça veut dire que toutes ces personnes qui font un Airbnb vont devoir prendre un comptable en plus pour faire ça, non? Tout à fait. Et donc, on peut tout à fait remercier nos amis du gouvernement parce que à chaque choc de simplification, eh ben, notre fonds de commerce prend à peu près 10%, hein. Donc voilà. Et donc, on a un deuxième choc de simplification qui doit arriver en mars. On attend ça avec la plus grande impatience. Donc, Ça oui. s'appelle choc de simplification. Ouais, c'est tous les mécanismes de simplification. Bah, le dernier choc de simplification qu'on a eu, ils ont supprimé la taxe professionnelle et donc pour remplacer la taxe professionnelle, ils ont créé deux impôts, hein. La CVAE et la CET et la CFE qui ont regroupé la CET avec un système de plafonnement entre les deux, enfin un calcul de dingue. Ok. Donc ouais, la simplification, c'est. Alors il faut savoir que pour la blague, hein, il y avait une des mesures de la loi de finances qui a été rejetée par le Conseil constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel trouvait qu'elle était trop compliquée. Alors, moi, je serais d'avis de suggérer un certain nombre de textes en termes de fiscalité au Conseil constitutionnel pour avoir leur avis dessus, parce que je pense que s'ils n'ont pas aimé la loi de finances, il y a un certain nombre de trucs bien sauvages et bien exotiques qu'ils ne vont pas aimer non plus sur le reste du Code général des impôts. Mais bon. Ok. Alors, la fiscalité des entreprises. Fiscalité des entreprises, alors la facturation électronique. Les experts comptables étaient prêts, mais pas le ministère des Finances, du coup, ils nous ont tout décalé. Et on s'est repris à peu près 1 an et demi dans la vue. Pour ceux qui utilisent déjà l'outil de facturation que l'on met à disposition de certains de nos clients, qui s'appelle Mon Expert en Gestion, MEG, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aller boire un café parce que ça marche déjà chez vous. Donc là, vous n'avez rien à faire. Tout est déjà opérationnel. On sait les faire rentrer, on sait les faire sortir. Il n'y a rien à faire, ça marche déjà. Pour les autres qui ont des outils, soit des outils propres comme du Sage ou alors n'importe quel outil qui ne soit pas nos outils en fait de facturation, il y a un nouveau calendrier qui est mis en place. Donc, ce n'est pas tout de suite, c'est le 1er septembre 2026. Donc, tout le monde devrait être en capacité de réceptionner et les grandes entreprises devront être en capacité d'émettre. Et au 1er septembre 2027, tout le monde devrait être en capacité d'émettre. Ça veut dire que pour l'instant, ce que je vous conseille de faire, c'est absolument rien. Surtout ne touchez à rien tant que on n'a pas il n'y a pas d'urgence à le faire en tout état de cause. Continuez à faire comme vous faites actuellement. Au 1er septembre 2026, on va commencer à recevoir les premières factures électroniques, peut-être un petit peu avant, mais vraisemblablement pas dans l'année qui vient. Donc, il n'y a pas d'urgence à se précipiter et à faire des migrations qui vont, à mon avis, risquent dans certains cas d'être un petit peu compliquées. Ça va être un problème d'éditeur de logiciels informatiques, hein, clairement, ce n'est pas un problème fiscal. Ça va nous permettre de résoudre pas mal de problèmes, étant donné que quand on fera la facturation électronique, eh ben, ça va remplacer les déclarations de TVA. Donc, c'est plus vous ou nous qui allons faire les déclarations de TVA, c'est l'État, sur la base des factures électroniques qu'il aura reçues, qui vous fera une proposition de déclaration de TVA et charge à vous de la contrôler et de dire si vous êtes d'accord ou pas. Donc, il y a deux scénarios par rapport à ça. Soit ça va marcher comme le prélèvement à la source et on va allumer un cierge pour que ce soit le cas et ça va marcher quasiment du premier coup pour tout le monde parce que ça, on peut leur laisser que ça a plutôt bien fonctionné. Soit ça va marcher comme le guichet unique. Et donc là, on est à peu près sur la 4e réforme d'urgence parce que tout ce qui est dépôt d'actes, constitution de société, ça ne fonctionne toujours pas 1 an après. On a eu tous les problèmes du monde. Les greffes sont revenus à du traitement papier
parce qu'en fait, ils ont déclenché une migration informatique, mais sans parler aux différents greffes qui étaient concernés, et se sont rendus compte a posteriori que les logiciels des greffes n'étaient pas compatibles avec le logiciel qu'ils avaient mis en place. Donc le greffe de Mulhouse, par exemple, quand on faisait une constitution en février ou en mars, on envoyait les différents documents via le fameux guichet unique. Le greffe de Mulhouse ne pouvait pas récupérer ces documents, donc ils allaient sur un espace, ils imprimaient l'intégralité des documents qu'on mettait, et ensuite ils les rescannaient pour les rentrer dans leur bécane à eux. Donc, on est passé d'un délai moyen pour une constitution à Mulhouse qui était de 10 jours à un peu plus de 3 mois. Voilà, donc maintenant c'est un peu stabilisé. Il y a encore quelques on va dire, formalités où c'est compliqué, notamment les dépôts de compte, il faut qu'on les double par un envoi papier. Donc ça ne marche pas encore très bien. Mais on a bon espoir que ça se résolve à un moment donné. Donc le ministre de l'économie nous avait présenté ses excuses. On a dit c'est très gentil, mais nous on veut surtout que ça marche. Donc voilà. Donc on verra la facturation électronique pour revenir à nos moutons. Pour l'instant, vous ne lancez pas dans des grandes migrations de fous. À mon avis, il est surtout urgent d'attendre et de regarder surtout à quel est le rythme du ministère des Finances. Parce que nous, en fait, les experts comptables, on va se débrouiller. On arrivera à vous proposer quelque chose qui fonctionne et puis on fera quelque chose qui marchera bien. Maintenant, ça va surtout dépendre de comment Bercy arrive à gérer le truc. Hein. Sachant que vous voyez, ils nous ont déjà prévu un décret pour avoir la capacité de redécaler ces dates au 1er décembre 2026 et ou au 1er décembre 2027. Ça veut dire que les mecs ils sont déjà conscients qu'ils seront en retard sur le 1er septembre 2026. Donc tout ça pour vous dire, il n'y a pas d'urgence à faire quoi que ce soit. À mon avis, il faut encore attendre un petit peu et on pourra commencer à regarder ce qui se passe courant de l'été de cette année. Mais avant, à mon avis, il y a d'autres sujets prioritaires. On a différentes aides énergétiques qui commencent. Alors ça, c'est des niveaux dispositifs qui sont plutôt réservés aux TPE. Les dispositions exactes ne sont pas encore connues à ce stade. Ça va concerner donc les TPE, les PME, les petites PME, les collectivités, les associations. On va également avoir le fameux amortisseur d'électricité, ce qui vous permettait en fait de limiter la hausse à 15% pour les PME au niveau de l'électricité. Ce principe d'amortisseur, il est maintenu, mais on n'a pas encore le décret qui fixe le pourcentage. Donc, avant, c'était 15%. Maintenant, ce sera X%, mais je ne peux pas vous dire combien pour l'instant. Donc, on doit avoir un décret qui doit pas tarder à sortir. Donc, ce sera un pourcentage. Voilà. Il était prévu au 1er janvier 2024 la disparition de la CVE, et puis finalement, non. Donc, ils ont prévu de la faire disparaître, non pas d'un coup, mais en 4 ans. Donc, elle va baisser d'un quart tous les ans. Donc, en 2024, on aura le taux qui va passer à 0,28. En 2025 à 0,19. En 2026 à 0,09. Et en 2027, ça va passer à 0% avec un seuil de non-recouvrement à 63 €, ce qui veut dire que si vous avez moins de 63 € de CVAE, vous n'avez rien à payer. Bon. Voilà. Pourquoi? Simplement parce qu'ils avaient besoin de sous. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher plus loin. La CVAE, je vous rappelle que c'est un impôt local. Donc, quand vous payez de la CVAE, ça ne va pas dans le budget de l'État, mais ça part dans le budget de votre collectivité. Donc, si vous ne voulez pas avoir de trous dans la route, à un moment, il faut payer de la CAFE, de la CVAE, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière. Tout ça, ce sont des impôts locaux. Et vu qu'on a supprimé la CVAE, mais qu'on n'avait rien mis à la place, du coup, les communes sont allées toquer à la porte de Matignon en disant il va y avoir un problème. Et donc, vu que Matignon n'avait pas de baguette magique, ils ont dit finalement, les CVAE, on va la garder encore un petit peu. Donc, désolé pour ceux que ça concernait, mais on va encore payer un petit peu de CVAE cette année. On a un nouveau crédit d'impôt vert, le C3IV. C'est pareil, c'est de la transition énergétique. Donc, on va financer des technologies vertes et soutenir des industriels qui contribuent à l'objectif de neutralité carbone. C'est essentiellement pour les industriels. Donc, si vous êtes prestataire de services, ça ne va pas vous concerner normalement. C'est quand même... Alors, ça marche un petit peu à l'inverse d'un crédit d'impôt recherche. Pour ceux qui connaissent ça, le crédit d'impôt recherche, vous faites votre recherche, vous montez le dossier, vous envoyez le dossier et vous obtenez votre crédit d'impôt recherche. Là, c'est dans l'autre sens. D'abord, il faut avoir l'agrément du projet. Et quand vous avez l'agrément de projet, vous pouvez avoir un crédit d'impôt qui représente quand même jusqu'à 20% du coût de revient des investissements.
Donc, quand on veut poser, par exemple, une toiture de panneaux solaires ou ce genre de truc, 20% d'aide de la part du gouvernement, crédit d'impôt. Donc, c'est un crédit d'impôt. Alors, on va faire juste un tout petit rappel en termes de fiscalité à la différence entre une réduction d'impôt et un crédit d'impôt. Quand vous avez une réduction d'impôt, si vous avez 1000 à payer, que vous avez une réduction d'impôt de 1500, ça va ramener votre impôt à zéro et les 500 € soit seront perdus, soit seront reportables. Ça dépend du type de réduction d'impôt. Si vous avez un crédit d'impôt, 500 € vous sont restitués. Donc, l'État vous fait un virement. Voilà. Donc là, c'est un crédit d'impôt, ce qui veut dire que même les sociétés qui ne seront pas imposables auront la possibilité de récupérer sous forme de monnaie sonnante et trébuchante les 20% de crédit d'impôt en question. Pour l'instant, bien évidemment, on n'a pas les formulaires, on n'a rien, hein. Donc, le cas échéant, si vous avez ce genre de problématique, il faudra venir nous consulter et on regardera si vous êtes éligible et on vous aidera à remplir les différents dossiers. Si c'est trop technique dans ces cas-là, on vous renverra vers un prestataire qui fera ça mieux que nous. Pour ceux qui connaissaient les jeunes entreprises innovantes, les jeunes entreprises innovantes, c'est fini. Mais ce n'est pas grave parce que c'est remplacé par les jeunes entreprises en croissance. En l'occurrence, c'est mieux parce que les jeunes entreprises innovantes, il fallait qu'elles soient innovantes, alors que les jeunes entreprises en croissance, il faut juste qu'elles soient en croissance. La différence, c'est quoi? C'est que les jeunes entreprises innovantes, elles devaient avoir, je ne sais plus combien ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais il y avait un pourcentage qui était quand même assez important de recherche et de développement d'innovation qu'il fallait faire, ce qui permettait d'avoir un dispositif sur 7 ans qui permettait une exonération quasiment intégrale d'IS et des allègements extrêmement sympathiques de cotisations sociales patronales, hein, sur les premières années. Donc maintenant, on a un dispositif de jeunes entreprises en croissance. Et là, de mémoire, on doit avoir, je prends entre 5 et 15% des dépenses de la société qui concernent l'innovation. Ça veut dire qu'on a 85% des dépenses de la société qui peuvent concerner autre chose. Donc, on est sur des modèles de création d'entreprises qui sont un peu plus simples que si vous deviez avoir 50% de vos coûts qui étaient de la R&D, quoi. Donc, les JEI, ça a disparu au 31/12/2023. La JEI est morte, vive la JEI. Maintenant, la JEC. Donc, à partir du 1er janvier 2024, on aura des JEC. Les modalités doivent encore être fixées par décret. Les décrets d'application ne sont pas encore tous sortis. Donc, ça, on attend de voir. Ça va surtout concerner donc, essentiellement les startups ou les nouvelles sociétés, quoi. Alors ça, je n'ai pas pu résister, je vous ai mis la consécration de la définition légale de la holding animatrice. Alors ça concerne surtout les groupes de sociétés. Donc je vous rappelle, parfois on a des sociétés qui ne sont pas détenues directement par des gens, mais qui sont détenues par d'autres sociétés pour des raisons la plupart du temps, soit d'optimisation fiscale, soit de circulation de la trésorerie au sein d'un groupe. La plupart du temps, c'est ça, ça permet d'utiliser l'argent de la société A pour faire des avances de trésorerie à la société B, sans que ça remonte directement à la personne, parce que dès qu'on fait sortir de l'argent d'un groupe pour le mettre sur une personne physique, la plupart du temps, on passe à l'impôt sur le revenu. Et ça, l'impôt sur le revenu, c'est pas sympa. Donc, le fait d'avoir une société holding, ça permet de faire tourner de l'argent en vase clos et de payer moins d'impôts. Voilà. Parfois, donc cette société holding, donc cette société qui détient au-dessus, il y a deux solutions. Soit c'est une société holding passive, elle ne fait que détenir des titres, donc c'est une activité civile, elle n'est pas assujettie à TVA, et donc dans ces cas-là, ce qu'on va dire ne la concerne pas du tout. Soit c'est une holding animatrice active, et dans ce cas-là, cette société, au-delà de l'activité de détention de titres, elle peut avoir un rôle d'animation. Animation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va réaliser des prestations pour ses filiales. Par exemple, c'est elle qui va déterminer la politique de communication de tout le groupe. C'est elle qui va souscrire les assurances tout en haut et qui va refacturer à ses différentes filiales. C'est elle qui va faire des prestations de direction au sein de ses filiales. Et donc ça, c'est une activité commerciale qui permet notamment deux choses. La première chose, c'est l'assujettissement à la TVA. Si je dois collecter de la TVA, je peux déduire de la TVA. Donc ça, c'est sympa. Et si je rémunère mon chef d'entreprise au niveau de ma holding, si je suis assujetti à la TVA, je ne suis plus assujetti à la taxe sur les salaires, parce que l'un exclut l'autre.
Ce qui veut dire que ça permet de faire également de l'optimisation sociale. Jusqu'à présent, on avait plutôt de la doctrine qui nous permettait de dire quand en plus on était dans un pacte d'Utrecht, qui sont des pactes de conservation des titres pendant un certain temps, c'est de la gestion de patrimoine. Si ce que je vous raconte, c'est de l'hébreu, c'est pas très grave. Le cas échéant, je l'aidera pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on avait des règles, on va dire, de bonne conduite pour qu'une holding soit considérée comme animatrice. C'était surtout suite à du contentieux avec l'administration fiscale et de la doctrine administrative. On n'avait pas une définition légale de ce que c'était. Et donc, dans ce cas-là, maintenant, cette loi de finances, elle a eu pour mérite d'écrire un petit peu dans le marbre la doctrine qu'on appliquait jusqu'à présent. Donc, on peut se référer cette fois-ci à du droit positif, quelque chose qui est écrit dans un code. La bonne nouvelle, c'est que du coup, étant donné que c'est du droit positif, eh bien, l'administration ne peut pas changer d'avis. Parce que le problème de la doctrine, c'est que la doctrine, elle marche jusqu'au jour où elle ne marche plus. Alors que là, c'est du droit positif. Donc, si on veut que ça ne marche plus, il faut changer la loi. Donc, vous voyez, on a une activité, si on reprend les 3 petites puces, et puis après on passera à la suite, on a une activité principale, la participation active à la conduite de la politique de leur groupe, constituée de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exercent une activité industrielle, commerciale, ce sera plutôt commerciale en l'occurrence, artisanale, agricole ou libérale, et auquel elles rendent, le cas échéant, à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Voilà. Avant, c'est ce qu'on faisait. Maintenant, en fait, ça ne va pas changer notre façon de faire, mais on est un petit peu plus serein sur la façon dont on va l'appliquer, sachant qu'on en parlait encore hier avec Justin. En ce moment, on est quand même dans un climat d'incertitude juridique et sociale qui est avancé. On a eu notamment, que ce soit la Cour de cassation, la Cour européenne de justice ou le Conseil constitutionnel qui nous ont fait des blagues dernièrement, qui n'étaient pas drôles. Par exemple, sur l'assujettissement des cotisations sociales des sociétés d'exercice libéral, des remontées aux sociétés d'exercice libéral des professions libérales, ça veut dire que quand vous avez une société d'exercice libéral qui paye des dividendes à une autre société qui est au-dessus ou l'inverse, quelque chose comme ça. Jusqu'à présent, c'était des dividendes internes et ça servait le plus souvent à payer l'emprunt. Maintenant, on a la cour de casse qui nous dit ce serait bien de le soumettre à cotisation sociale. Donc, si vous perdez 35% de votre montée de dividendes en cotisation sociale, pour le paiement de l'emprunt, ça veut dire qu'il faut que vous augmentiez le résultat de la société du dessous de 35%. Sinon, vous ne pouvez plus payer l'emprunt. On voit que ça va poser un certain nombre de difficultés dans un certain nombre de montages qu'on a pu faire. C'était un revirement de jurisprudence qui était inattendu et particulièrement dommageable. Il y a de l'actualité un peu toutes les semaines sur le sujet parce que voilà, tous les professionnels libéraux, alors les experts comptables pas trop, mais les avocats notamment ou les médecins sont très concernés par ça. Ça va poser des gros problèmes de financement chez eux. Donc, on regarde ça avec beaucoup d'attention, mais on n'a pas de droit dur par rapport à ça. Ça va surtout être de la doctrine administrative, de l'analyse d'un certain nombre d'organismes. Donc, on est en train de regarder tout ça jusqu'à ce qu'il y ait un député qui ait le courage de déposer un amendement. Et là, on retourne sur un texte de droit qui sera à nouveau d'un niveau supérieur, qui viendra remettre un peu d'ordre dans tout ça. Pour l'instant, c'est un peu le flou artistique et des sujets comme ça. Le problème, c'est qu'on en a quand même quelques-uns en ce moment. Donc, il serait de bon ton que nos différents députés reprennent un petit peu la main sur la production législative et qu'on arrête de laisser la jurisprudence venir mettre le bazar dans les différents montages qu'on fait. Voilà, c'est un vœu pieux d'un expert comptable un vendredi matin, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Autre disposition, alors je ne les ai pas mis dans les impôts personnels ou les impôts sur les entreprises, parce que c'est un peu un inventaire à la travers de plein de trucs, donc qui se superposent. Donc je vous les ai mis un peu en vrac là. On a des modifications de taux de TVA qui sont complètement erratiques. Donc là, vous allez voir, on nous a superposé des trucs qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Et je vous ai mis que les plus courants. Parce qu'il y a des trucs, franchement, je ne savais même pas que ça existait, que ça avait un taux spécial. Et ça a étendu le taux spécial à ce qui était accessoire à ce truc-là. Donc ça, je voulais laisser de côté. Tout ce qui est logement social intermédiaire, on a un taux de 5,5 et de 10% selon certaines règles. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de bailleurs sociaux autour de la table.
Ça, je trouvais ça intéressant parce que notamment les bailleurs sociaux parfois sont amenés à se faire des livraisons à soi-même. Donc les livraisons à soi-même, c'est quand on construit quelque chose pour nous. Jusque-là, on était obligé d'auto-liquider la TVA parce qu'on était le client et le prestataire en même temps. Et l'usage voulait qu'on auto-liquide à 20%. Maintenant, il y a une modification de la loi qui date de l'an dernier qui fait qu'on auto-liquide au taux auquel aurait été la prestation si on l'avait vendue à quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que si vous êtes sur une prestation qui serait soumise à un taux de TVA taux réduit, vous n'auto-liquidez plus à 20% sur une livraison à soi-même, mais vous pouvez auto-liquider à 10, à 8, à 5,5, à 2, 1 ou à 0. Voilà, donc ça, il faut bien se poser la question de l'opération sous-jacente, de quel est son régime de taxation à la TVA pour que la livraison à soi-même, l'ASM pour les intimes, soit taxée au bon taux. On avait le droit d'entrer à des compétitions de e-sport. Je trouvais ça rigolo, donc je vous l'ai mis. Jusque-là, c'était du 20, maintenant c'est du 5,5. Les prestations des centres équestres pour les gens qui font du cheval sont passées à 5,5%. Les préservatifs, ils étaient déjà à 5,5 au nom d'une doctrine, ça on l'a passé dans le dur, si on peut dire, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, on est à 5,5. Le matériel anti-Covid, les masques, les produits de nettoyage et tous ces trucs-là, c'est toujours du 5,5. Ça a été prolongé, d'une nouvelle année. Au cas où. Au cas où. Et il y en a des modifications de taux de TVA erratiques comme ça qui sont un empilement à l'après-vert. Il y en a une bonne cinquantaine. Donc là, je vous ai mis les principaux, mais après, il y a tu vois. il y a des modifications pour tout. Alors, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça? Ça va jusque-là? Alors, les aides aux particuliers, ça, c'est pas vraiment dans la loi de finances, mais je me suis permis de le mettre. Il y a des aides aux particuliers pour les travaux de rénovation énergétique. On a réussi à créer d'un système compliqué, un système encore plus compliqué et pour lesquels on n'a pas d'interlocuteur. Donc, en résumé, il y a un service qui s'appelle MaPrimeRénov'. Ça vous permet en fait d'obtenir des aides si vous posez la pompe à chaleur, si vous faites des travaux de rénovation énergétique et tout ça. La bonne solution avant de faire quoi que ce soit, c'est surtout de ne rien faire. Le jour où vous avez des projets de rénovation énergétique qui pourraient ou pas être éligibles à MaPrimeRénov', surtout vous faites rien et vous nous appelez. Parce que si vous ne faites pas les choses dans le bon ordre, en fait, vous allez perdre l'intégralité des aides auxquelles vous seriez éligible. Sachant que vous avez des aides, notamment avec les certificats d'économie d'énergie, qui vont se neutraliser les unes les autres, d'autres qui sont cumulables. Enfin bref, c'est d'une complexité sans nom. Il faut créer des comptes sur différentes plateformes, mais il faut les créer dans l'ordre et en laissant des espaces de viduité entre les différentes créations des comptes. Après, il faut créer les devis, il faut que les devis soient acceptés, qu'on vous donne des réponses de ces différentes plateformes et seulement ensuite, vous avez l'autorisation d'engager les travaux. Donc, ce qu'il faut retenir, alors moi je l'ai fait à titre personnel, c'était un chemin de croix. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si un jour vous voulez faire des travaux de rénovation énergétique, avant de faire quoi que ce soit, vous nous appelez. Si vous devez faire adapter pour des parents, pour X raisons, des logements pour les personnes à mobilité réduite, il faut savoir que maintenant, on a un autre dispositif qui s'appelle MaPrimeAdapt, qui peut ou pas être compatible avec MaPrimeRénov'. Ça, une fois de plus, ce n'est pas automatique, ça dépend. Et donc là, il y a un truc qui s'appelle MaPrimeAdapt. Et donc, dans ce cas-là, c'est pareil, mais en pire. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, on vous expliquera tout ce qu'on sait et on fera en sorte que vous ayez les aides. C'est très vite fait. C'est très vite fait de se faire arnaquer avec ça. Et une fois que ça commence à partir en vrille, c'est très compliqué de revenir en arrière. On se retrouve avec, on a déjà mis le défenseur des droits dessus. Enfin, on a des clients pour qui on a passé des temps mais considérables. Moi, on m'a embêté parce que la couleur du stylo à billes qui avait signé le document n'était pas la bonne. Sans rire, hein. C'était signé en noir alors qu'il voulait du bleu pour démontrer que c'était bien un original et que c'était pas une signature. Et ensuite, la mention d'une lue et approuvée n'était pas de la même couleur que la signature. Et donc, je me suis refait rejeter le dossier une nouvelle fois. Voilà. Donc, petit partage d'expérience. En fin de compte, c'est juste que ce truc-là coûte énormément d'argent
Et donc, en gros, ils essaient de vous embêter le plus possible pour que vous jetiez l'éponge et que ça coûte un peu moins d'argent aux contribuables. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. Donc, le cas échéant, venez nous voir. Loi de finances pour la sécurité sociale 2024. Donc là, je vous ai quand même mis 2-3 petites choses. Alors, c'est pareil, hein, on n'a pas de modification majeure. La loi de finances, de la Sécu, elle est beaucoup plus longue que ça, mais je vous ai mis un certain nombre de choses. Donc, les arrêts de travail en téléconsultation, maintenant, ne peuvent plus dépasser 3 jours, si ce n'est pas votre médecin traitant, sauf prolongation, ou si vous êtes dans un désert médical, parce que forcément, s'il n'y a pas de médecin et que vous trouvez que le médecin en téléconsultation, bah oui, là, effectivement, c'est mieux qu'il puisse vous faire un arrêt, quoi. Suppression du délai de carence de 7 jours pour les IJSS, donc les indemnités journalières de sécurité sociale pour les femmes qui faisaient des fausses couches. Ben, on avait un délai de carence, il a été supprimé, c'est plutôt une bonne chose. L'annulation du transfert aux URSSAF des cotisations, donc du recouvrement des cotisations ARCO et APEC, et le rétablissement des mesures de coordination entre ces différents organismes. Le législateur avait fait preuve d'un peu de bon sens en disant à l'URSSAF, ce serait bien que ce soit vous qui appeliez l'intégralité des cotisations auxquelles les entrepreneurs, les entreprises et les salariés peuvent être soumis, et que vous fassiez garde de triage, notamment pour les cotisations ARCO et APEC. Donc comme ça, quand vous avez un contrôle URSSAF, il vérifie l'intégralité des bases, et vous n'avez pas 15 contrôles, un contrôle ARCO, un contrôle APEC, un contrôle URSSAF, et tout ça. Ça partait d'un bon sentiment, c'était plutôt une bonne chose à mon avis, sauf que l'ARCO et l'APEC se sont fait du coup voler un petit peu de leurs prérogatives. Ils ont rué dans les brancards en disant que c'était pas possible, que c'était un scandale. Pour une raison à mon avis purement politicienne, ils ont obtenu gain de cause, et donc l'URSSAF finalement ne fera pas de recouvrement des cotisations de l'ARCO et l'APEC, donc on va continuer en fait à gérer ces organismes à part, et on a remis en place les différents comités de coordination entre ces différents organismes, parce que bien évidemment, vu que vous n'avez pas qu'un seul interlocuteur, eh bien, il faut que tous ces gens se parlent, et vu qu'ils n'y arrivent pas, il faut créer de l'emploi pour le faire. Voilà. Donc, c'est un peu dommage, à mon sens. C'est pareil, moi je serais tout à fait enchanté de voir qu'au niveau de toutes les caisses de retraite qui peuvent exister, on ait un portail unique qui permette de les regrouper toutes et d'avoir un regroupement. Ça arrivera peut-être, mais je pense que j'aurais fait valoir mes propres droits à la retraite d'ici là. Mais voilà quoi. Alors on a un micro qui est ouvert, soit c'est pour une question ou c'est peut-être une erreur, je ne sais pas. Non, vous déposez un dépose minute. Ah, je pense que c'est quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Et à la voix, je dirais que c'est peut-être Sylvie. Non, un dépose minute. Alors, attends. Hop, désactiver le micro du participant. Et voilà, c'est réglé. Alors, ensuite, le remboursement des transports publics. Alors ça, il y a une confusion qui est faite sur les 50%. Si votre salarié prend le train ou le bus, vous devez lui payer 50% de son abonnement. C'était déjà le cas avant. Ça continue à être le cas. Et l'histoire des 75%, c'est que si vous remboursez plus, c'est exonéré jusqu'à 75% du billet de train. Donc, ce n'est pas considéré comme étant un avantage en nature. Et l'obligation, elle est quand même toujours que jusqu'à 50%. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner 75%, mais le cas échéant, si vous allez au-delà, vous aurez une exonération supplémentaire. Important également je ne l'ai pas marqué dans la présentation, mais pour les gens qui ont des bornes de recharge électrique au niveau des entreprises, l'électricité qui est utilisée pour recharger les bagnoles personnelles des salariés n'est pas considérée comme un avantage en nature encore en 2024. Vraisemblablement, ça va changer plus tard, mais pour l'instant, on a encore un dispositif transitoire de faveur. Les pourboires donc, qui sont touchés restent exonérés en 2024. Ça, c'est dans ce qu'on appelle le paquet pouvoir d'achat. Donc ça va rester exonéré dans la limite de 1,6 fois le SMIC par mois. Bon, avoir plus d'1,6 fois le SMIC par mois de pourboire, il faut déjà y aller. Et je pense que si c'est le cas, effectivement, ce n'est pas idiot que ce soit soumis à cotisation sociale. Bon. On continue, les primes, transport et forfait mobilité durable, donc ça continue. L'exonération de cotisation d'impôt sur les primes transport et du forfait mobilité sont dans la limite de 700 € par an et 400 € maximum pour les frais de carburant. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous l'ai mis. Ça concerne essentiellement tout ce qui est primes transport. Si ça peut vous concerner, je vous l'ai mis là. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, vous l'aurez dans le PowerPoint de toute façon.
On peut attribuer des primes transport à l'ensemble des salariés qui engagent des frais de carburant. Ça veut dire que si vous en avez un qui n'a pas de bagnole, eh ben, il ne faut pas lui donner de prime transport. On a eu un contrôle URSSAF où on nous a demandé les cartes grises de tous les salariés, par exemple. Ben, sinon, c'est considéré comme étant de la cotisation, comme du salaire, hein, tout simplement. Ce qui n'est pas dénué de fondement non plus. Voilà. Possibilité de cumuler les primes transport avec la prime en charge obligatoire des 50% dont je vous ai parlé juste avant, ou alors les services publics de location de vélos. Des dispositions RH un petit peu éparses. Pôle emploi devient France Travail. Ça ne change rien sinon le logo. Le compte personnel de formation permettra d'être utilisé. Donc, c'est le fameux CPF. Hein, vous savez, toutes les arnaques que vous avez reçues au CPF dans la dernière année. Maintenant, tous les permis sont maintenant éligibles au CPF. Donc, ça veut dire aussi le permis moto, le permis poids lourd et tout ça. À compter du 1er janvier, vous pouvez le passer tous. Pour les employeurs, il y a une disposition RH qui est importante sur laquelle j'aimerais quand même attirer votre attention. Si vous avez quelqu'un qui est en CDD, que vous lui proposez en CDD ou en intérim, que vous lui proposez de convertir son CDD ou son contrat d'intérim en CDI et qui refuse, vous êtes obligé d'en informer France Travail, ex-Pôle emploi. Parce que c'est une personne qui se verra refuser plus de 2 transformations de CDD en CDI perdra ses droits au chômage. Et donc, il y a une nouvelle obligation qui est faite à l'employeur de dénoncer quelque part son salarié qui refuse un CDI auprès de France Travail pour que France Travail puisse lui couper les vivres. Voilà. Donc ça, ayez bien en tête que si vous proposez un CDI et que la personne dit non, il faut bien en informer France Travail. J'imagine qu'il y aura un formulaire ou peut-être que ça passera sur une DSN. Aujourd'hui, j'en sais rien. Peut-être que ça ira sur l'attestation Pôle emploi qui du coup s'appellera l'attestation France Travail maintenant. Mais nous verrons. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse à ça. Mais en tout cas, c'est une obligation qu'il faut avoir en tête. Les tickets resto, donc on va pouvoir continuer à utiliser les tickets resto pour faire les courses, donc pour acheter des produits alimentaires non directement consommables, ce qui à mon sens est une bonne chose, parce que si vous achetez un poireau pour vous faire une bonne soupe de légumes qui est fraîche, eh ben, normalement, ça ne devrait pas être éligible au ticket resto, alors que si vous achetez un burger tout prêt, dans ce cas-là, vous auriez le ticket resto. En termes de santé publique, il y a un fondement de vérité dans tout ça. Et les aides à l'apprentissage, les fameuses 6 000 € sont reconduites. Donc, pour mémoire, quand vous embauchez un apprenti, vous avez 6 000 € la première année qui sont versés à raison de 500 € par mois pendant 12 mois. Et donc ça, on se posait la question de savoir si ce serait reconduit en 2024. La réponse est oui, ce qui est une bonne chose. Hein, ça permet effectivement d'avoir des dispositifs d'apprentissage qui sont une meilleure rentrée des jeunes dans le système de l'emploi. Actualité juridique. On a un nouveau plan comptable qui vient de sortir. Il est obligatoire à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2024. Ça veut dire que votre clôture au 31/12/2023, vous n'êtes pas obligé d'appliquer ce que je vais vous dire. Mais vous pouvez le faire de manière anticipée. Mais par contre, c'est tout ou rien. Soit vous appliquez l'intégralité du nouveau plan comptable, qui ne se limite pas à ces trois points, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est les 3 points principaux, ou sinon il faudra attendre encore un petit peu. Donc l'exceptionnel, en fait, celui-là, on l'a aligné sur les règles de comptabilité internationale, donc les normes IFRS et les normes US GAAP. Donc, ce qu'on aura en exceptionnel, c'est genre l'entreprise, elle a brûlé, quoi. Vous avez une cyberattaque, ou vous avez ce genre de truc. Enfin, c'est la comète, quoi. C'est le truc, ça arrive vraiment pas souvent. Ce qui veut dire que les produits de cession d'éléments d'actifs, donc quand vous vendez une IMO ou alors les valeurs nettes comptables des éléments d'actifs, ce sera plus du 675 et du 775, mais ça va passer dans les autres produits et les autres charges, en 75-65. Pareil pour les quotes-parts de subventions subventions d'investissement virées au compte de résultat, celles-là, elles vont être raccrochées donc aux subventions d'exploitation. Donc les comptes 74, elles ne seront plus en 777. C'est pareil, les amortissements dérogatoires, ils ne vont plus passer en dotation aux amortissements exceptionnels, mais ils vont passer en exploitation. Ça a une importance particulière si vous avez des covenants. Alors, un covenant, ce serait une règle à respecter, par exemple, d'assurer que la banque accepte de vous prêter de l'argent, mais il faut que vous ayez un EBE qui soit égal à 500 000 € minimum tous les ans. Sinon,
l'argent que la banque vous a prêté devient immédiatement exigible. Donc ça peut mettre un petit peu le bazar dans les différents covenants. Donc si vous avez des ratios à respecter pour différentes raisons, effectivement, il va falloir demander ce qu'on appelle des waivers, c'est-à-dire des avenants, en fait, à ces différents ratios. Ça va coûter beaucoup d'argent et ça va pas rapporter grand-chose, mais ayez-le en tête. Le transfert de charge disparaît, donc soit maintenant ça viendra au crédit du compte de charge directement, soit ça passera dans un compte d'autres produits. C'est pas très heureux à mon avis parce qu'on perd un peu en lisibilité, mais ce compte de transfert de charge 791, 796, 797, selon que ce soit l'exploitation du financier ou l'exceptionnel, c'était un truc franco-français. Moi perso, je trouvais que ça apportait une info intéressante en fait sur la lisibilité des comptes. Bon, ça va disparaître. Possibilité également de ne plus présenter un poste qui ne serait pas mouvementé 2 années de suite. On va se retrouver avec des bilans des comptes de résultats à trous. Moi, je ne suis pas très favorable à ça. Mais bon, du coup, ce sera une possibilité qui sera ouverte. Bon, sceptique sur l'intérêt de. C'est de la fausse simplification, à mon avis. C'est un peu comme la simplification du bulletin de salaire. À mon avis, en fait, on a ôté des lignes parce que les gens ne comprenaient rien. Et donc maintenant, les gens qui comprenaient quelque chose à l'époque, eh ben, ils comprennent rien non plus parce que c'est simplifié. On a des gros agrégats sur les mêmes lignes. Bon, c'est un peu du nivellement par le bas. Je trouve que c'est un peu dommage. Bref, on vous en reparlera de ce nouveau plan comptable, mais en tout cas, ayez en tête que ça va exister. Les abandons de créances, ça c'est une réponse de Cour de cassation que je trouvais intéressante et que je vous ai mis. Donc, quand vous abandonnez une créance, donc il y a quelqu'un qui vous doit des sous et vous dit que bah non, finalement non. Il y a deux dispositifs, soit cet abandon de créance, il est économique et dans ces cas-là, il est déductible, soit il est fait pour des raisons financières, et dans ces cas-là, il est non déductible. Bien évidemment, tout le monde voulait que ce soit économique pour que ce soit déductible. Et il y a un arrêt de Cour de casse qui nous dit qu'il faut l'existence non pas d'un chiffre d'affaires entre la société qui abandonne et la société bénéficiaire, mais il faut l'existence d'une perspective de chiffre d'affaires entre les deux. Ce qui veut dire que le CA ne doit pas forcément exister au moment de l'abandon de créance. C'est intéressant parce que ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin sur de la qualification d'abandon de créance économique et non pas financier. Voilà. C'est très technico-juridique, hein. Il n'y a que les experts comptables que ça fait frissonner de voir ce genre de truc, mais c'est intéressant quand même et ça peut avoir du sens quand vous êtes dans un groupe de sociétés. Donc voilà, je voulais vous en faire part. Dépréciation des créances prescrites. Elles sont non déductibles fiscalement, ce qui veut dire que si vous devez bénir des créances qui sont impayées, il faut le faire l'année de la prescription et pas l'année d'après, parce que sinon, en cas de contrôle fiscal, on peut vous rejeter cette déduction d'impôt. Et ça, c'est dommage, parce que ça vous fait payer plus d'IS. Dépréciation de TVA trimestrielle, ça ne veut rien dire, hein. Ce n'est pas dépréciation, c'est déclaration. Je me suis trompé ici. Donc, déclaration de TVA trimestrielle, on peut avoir un certain nombre de clients qui sont assujettis à la TVA non pas mensuelle ou annuelle, mais il y a un régime intermédiaire qui est la TVA trimestrielle. Et donc, en fait, on a eu une précision comme quoi le seuil de 4 000 € de TVA annuelle s'apprécie non pas par année civile, mais en trimestre glissant. Donc, il faut regarder entre le trimestre en cours et les 3 trimestres précédents si on dépasse ou pas les 4 000 € de TVA annuelle. Voilà. Donc, ça va rajouter un peu de complexité à la complexité, mais bon, ça, on en a l'habitude. On fera ce contrôle, on va rajouter une case dans notre questionnaire de contrôle. Et les cessions de résidence principale, on a une réponse. À partir du moment où vous vendez votre résidence principale, donc vous avez un abattement hein, sur cette. Vous n'avez pas de plus-value si c'est votre résidence principale. Par contre, il ne faut pas que cette résidence principale ait été inoccupée pendant plus d'1 an. Parfois, on a des clients qui disent, bah voilà, moi j'ai déménagé dans ma résidence principale, histoire que ça ne coûte pas trop cher parce que je continue à payer l'emprunt de l'autre. Le temps de la vente, je vais la mettre en location. C'est une très mauvaise idée. Parce que dès lors que vous remettez ce bien en location, ça n'est plus votre résidence principale et donc vous perdez la totalité de l'abattement pour gagner 1 ou 2 loyers. Donc ça, c'est une fausse bonne idée. Et le cas échéant, je vous engage à ne pas le faire. Voilà. Donc quitte à ça vaut la plupart du temps la peine de baisser un petit peu le prix de vente parce que c'est plus rentable que de perdre l'avantage fiscal lui-même. Voilà.
Il est 10h04, j'ai encore 1 minute pour vous faire la petite page de réclame. Ça va aller vite, vous inquiétez pas. Je vous ai fait un inventaire à l'après-vert de choses qu'on sait faire avec un focus sur 3 choses. Alors, quand je dis on, c'est surtout moi. En tant que commissaire aux comptes, on va être amené à devoir certifier des rapports sur la durabilité, c'est-à-dire sur des éléments non financiers, tout ce qui est bilan carbone, tout ce qui est respect d'engagements environnementaux, RSE, tout ça, ça va arriver. Donc, je suis en train de suivre une formation plutôt lourde, parce que c'est quand même quasiment 100 heures de formation homologuée pour avoir la capacité de signer tout ça. On va vous faire, genre, je viens juste après, un petit déjeuner spécialement sur le bilan carbone avec un de nos partenaires. Donc, en tout cas, si vous êtes concerné, d'abord, ce sera les grandes entreprises, mais assez rapidement, donc ça sera à compter de 2025, mais assez rapidement, ça va être pour les entreprises, on va dire, de taille normale. Donc, si vous avez des rapports de durabilité, on pourra vous aider à les faire ou les certifier. On ne pourra pas faire les deux, bien évidemment. C'est comme l'expert comptable et le commissaire aux comptes, ça va fonctionner de la même manière. Mais en tout cas, si vous voulez parler bilan carbone et tout ça, on est un interlocuteur pour vous. Au niveau international, si vous avez des contacts qui souhaitent s'implanter en France ou si vous-même vous souhaitez vous implanter à l'étranger, il faut savoir qu'on a une compétence particulière en la matière. On accompagne notamment beaucoup de pays de l'Est à s'implanter en France. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un accompagnement qui est sympa. On a une équipe qui est totalement bilingue en anglais. On a des gens qui parlent arabe, on a des gens qui parlent turc. Enfin bref, on parle 7 langues différentes au cabinet. Donc le cas échéant, sachez qu'on peut vous accompagner si vous avez des projets internationaux. Dernière chose au niveau du risque consulting. Donc, le risque consulting, c'est quoi? Ça va être des plans de reprise d'activité, des plans de continuité d'activité, si vous avez des cyberattaques et tout ça. Je suis très content que nous ayons la société Atrisk à nos côtés aujourd'hui pour cette présentation, parce que c'est avec eux qu'on travaille sur ces différents sujets. Et on s'est rendu compte avec le Covid que les gens qui avaient réfléchi sur la question de manière générale s'en sortaient mieux que les autres. Donc, si vous voulez réfléchir à comment on peut faire pour faire en sorte que si un jour il y a un problème, votre entreprise survive, eh ben, ça, c'est quelque chose dans lequel on peut vous accompagner en tant qu'expert comptable et avec des gens qui ne font que ça, dont le métier de gestionnaire de risque est le métier principal. Et on va aussi vous faire un petit déjeuner sur la question. Je voulais vous faire un focus également sur les différents projets du cabinet. On va construire un pont au Vietnam. Pour ceux qui nous suivent sur LinkedIn, ils le savent déjà. Donc avec Olivier et Justin, donc les deux autres associés du cabinet, on a décidé de construire un pont au Vietnam pour permettre à des enfants d'aller à l'école. Donc là, ça c'est moi sur la photo. J'y étais cet automne. Alors c'est pas le pont, hein, c'est pas le nôtre, mais c'est un autre pont qui sera du même acabit. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et donc le pont, alors celui-là et plus celui qu'on va construire, va permettre à des enfants d'aller à l'école parce que parfois, il n'y a pas de pont pour aller à l'école et c'est compliqué ou alors c'est très dangereux. On fait également du mécénat de compétences avec du sponsoring sporting. Donc le petit jeune extrêmement sympathique que vous voyez à droite, c'est un petit jeune de Mulhouse qui est déjà champion de France, qui fait du tir sportif et avec lui, on a monté vraiment une super offre de sponsoring qui est accessible aux PME. Hein. On a des premiers packages qui commencent à 89 € par mois. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est accessible aux différentes TPE, PME et des packages qui sont sympas avec des photos faites par des professionnels de votre marque et tout ça. Je suis super fier de ce qu'on a réussi à faire. Je l'accompagne gratuitement, lui, parce que déjà, je l'aime bien. Et puis après, c'est mon stand de tir. Si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, venez nous voir. Et puis, on fait du mécénat de compétences. Demain.org, ça, c'est du mentorat. Ça, pareil, c'est des jeunes qui, à un moment ou un autre, ils n'ont pas le réseau parce que leurs parents sont peut-être pas dans le business ou quoi, ils ont besoin d'avoir un petit coup de main pour qu'on les aide à trouver la bonne personne. Et ben voilà, ça, on s'en occupe. Et entreprendre pour apprendre, ça, en fait, on convertit un programme scolaire de lycée en projet d'entreprise sur une année. Et on aide ces petits jeunes en fait à intégrer tout leur programme scolaire dans un projet de création d'entreprise. Ils conçoivent, ils produisent et ils vendent un produit sur une année scolaire et toutes les matières tournent autour. Donc ça se fait en lien avec l'éducation nationale. C'est un projet qui est absolument top. Les prochains rendez-vous, le 16 février, avoir une stratégie d'entreprise. Donc là, on aura pour invité TBM Advisors, qui fait que de la stratégie d'entreprise avec qui on bosse tout le temps.
En mars, on vous parlera de mettre votre site web en conformité avec le RGPD, avec Data&AI. L'optimisme, c'est prévoir le pire. Donc ça, c'est notre invité at risque dont je vous parlais avant sur la continuité d'exploitation. Payer moins d'impôts sur le revenu. Donc ça, ce sera la saison de la déclaration d'impôts. Le RSE, de rapport en durabilité, on aura Act for Transition avec nous, qui sont des gens qui font des bilans carbone. Transmettre aux enfants et protéger mon conjoint, ce sera le programme de l'été. En août, je suis en vacances. En septembre, immobilier SCI, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Le 18 octobre, lever des fonds efficacement. Et en novembre, on reviendra vous parler de la facture électronique. C'est ce que je vous disais, ça n'est pas un sujet urgent. Voilà, voilà. J'ai dépassé de 5 minutes parce que je suis bavard. J'espère que vous n'en voudrez pas trop. J'ai essayé de brosser un petit peu le tout. Si vous avez des questions, écoutez, je suis à votre entière disposition tout de suite. Ou sinon, ça peut être un petit peu plus tard. Je pense que tout le monde a nos coordonnées ici. Merci Charlie, en tout cas. Ok. De mon côté, c'était très intéressant. Super. C'était clair? Parfait. Ok. Parce que je suis désolé, je ne choisis pas de cas dans la loi de finances, mais là, c'était très éparse avec plein de sujets qui partaient dans tous les sens. Donc, j'ai essayé de vous le faire de manière la plus transversale possible, mais on fait avec ce qu'on nous donne. C'est toujours pareil. Donc voilà. Ok. Quelqu'un d'autre aurait une question? Je n'ai pas tout compris, mais c'était bien. T'inquiète pas, Alan, tu nous payes assez cher pour qu'on s'occupe de ça pour toi. Ça nous a fait très plaisir de t'avoir à nos côtés, en tout cas. Merci à vous. Ok. Oui. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas de questions ou si vous voulez en parler un petit peu plus tard, n'hésitez pas à nous appeler, il n'y a pas de souci, hein, vous avez nos coordonnées. Je vais corriger les 2-3 coquilles qu'il y a dans la présentation et ensuite, du coup, je vais vous l'envoyer à tous les participants. Alors, Nathalie dit merci pour votre... Hop, zut, j'ai fait n'importe quoi. Merci pour votre intervention, c'était très clair. J'attends le support avec impatience. Bonne journée, très bien. Je vous enverrai également le lien du replay, si vous voulez, pour vos collaborateurs ou pour vous-même réentendre le doux son de ma voix. Ce sera possible directement sur YouTube. Il y aura peut-être de la publicité, c'est pas nous qui choisissons. Voilà. Merci, à la prochaine. Eh ben, très bonne journée à tous. Bonne année à ceux à qui j'ai oublié de souhaiter la bonne année. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Charlie. Bonne journée. Au revoir.